Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter la théorie de l'information de Shannon et Weaver, qui nous aide à mieux comprendre la communication technique et à comparer l'efficacité de différentes technologies pour transmettre l'information. Par exemple, est-ce que le gouvernement devrait arrêter d'envoyer des documents écrits et utiliser l'intelligence artificielle? Quand des gestes non-verbaux seraient-ils plus efficaces qu'une conversation en face à face? Pour répondre à ces questions, nous examinerons comment Shannon et Weaver entendent la communication. Nous utiliserons leur théorie pour modéliser la transmission d'informations avant d'identifier 3 menaces pour la transmission efficace d'informations. Comment Shannon et Weaver entendent-ils la communication? Ils entendent la communication comme la transmission de messages sur de grandes distances. À leur époque, on utilisait des technologies comme ces poteaux télégraphiques pour envoyer des messages. J'imagine que vous n'avez jamais vu un télégraphe, un outil inventé au 19e siècle pour envoyer des messages rapidement. Voici un exemple. Évidemment, le télégraphe est seulement efficace si le message est le même au départ et à l'arrivée. Le modèle de Shannon et Weaver nous permet de mesurer et comparer les messages codés et décodés. Pourquoi Shannon et Weaver étaient-ils si préoccupés par le codage? Il faut savoir que Shannon était étudiant en génie électrique et en mathématiques dans les années 30. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était cryptographe pour les services secrets de l'armée. Il est alors chargé de localiser dans le code ennemi les parties signifiantes, cachées, au milieu du brouillage. Après la guerre, Shannon était auteur d'un livre sur sa théorie mathématique de l'information, écrit avec un ajout de Warren Weaver, son supérieur dans les services secrets. Il est devenu professeur au Massachusetts Institute of Technology de 1958 à 1978 et employé au laboratoire Bell de 1941 à 1972, encore intéressé par la transmission efficace de l'information. Maintenant, nous allons utiliser une situation très familière pour décrire les éléments de leur modèle et pour décortiquer les étapes dans la transmission d'un message. Claudia! Allô, Christine? Est-ce que tu es là? Es-tu là? Skype ne fonctionne presque jamais. Es-tu là? Claudia? La source d'information produit un message. L'émetteur transforme le message en signaux. Le canal est le moyen utilisé pour transporter les signaux. Le récepteur reconstruit le message à partir des signaux et la destination est la personne à laquelle le message est envoyé. Pendant ce processus, la transmission des messages peut être perturbée par du bruit. Si nous utilisons le modèle pour analyser ce qui s'est passé dans l'appel Skype raté, nous pourrions dire que mon cerveau était la source d'information. J'avais l'idée de parler avec Claudia à distance. L'émetteur, dans ce cas, était le microphone qui a transformé le message vocal. Le message émis était « Claudia? Claudia, es-tu là? » Le canal était l'air ou les ondes magnétiques, comme vous voulez. Nous entendons que le message n'était jamais reçu ou qu'il était incompréhensible parce que les mots n'étaient pas clairs. Le récepteur était son ordinateur et elle était la destination. Où se trouvait le bruit? Peut-être le message était perturbé par une tempête de neige. Le problème était le canal. Le modèle nous permet d'identifier 3 menaces pour la transmission efficace d'informations. Les 2 premières menaces augmentent les pertes en cours de transmission. La dernière diminue la vitesse de transmission du message. La première menace est le bruit, que nous allons analyser par le biais d'une courte étude de cas. Nous allons utiliser le modèle pour analyser une interface pour aider les personnes en situation de handicap à accéder aux services gouvernementaux en Australie. Au lieu d'envoyer des lettres rédigées dans un langage bureaucratique incompréhensible, le gouvernement a proposé d'utiliser l'intelligence artificielle
pour rendre les services plus accessibles. Les clients vont interagir avec un avatar qui s'appelle Nadia. Comme vous pouvez voir dans la photo, la voix de Nadia est celle de Cate Blanchett. Pouvons-nous reconstituer le schéma de Shannon et Weaver pour décrire le problème auquel le gouvernement faisait face avant la création de Nadia? La source d'information est le bureau d'assurance du gouvernement pour les personnes en situation de handicap. L'émetteur qui transforme l'information en signaux est un logiciel qui génère des lettres officielles. Le signal dans ce cas est « Vous êtes admissible aux avantages suivants ». Le canal utilisé pour transporter les signaux est le service postal. Le signal reçu pourrait être différent que le signal émis. Comme beaucoup de documents gouvernementaux, nous pouvons imaginer que le message n'est pas facile à comprendre. Le récepteur est l'individu qui lit la lettre, possiblement pas le client. La destination est le client, la personne en situation de handicap. Nous allons à l'instant identifier ensemble les sources de bruit potentielles. Peut-être le service postal perd la lettre. Le problème est le canal. Si le texte est impossible à déchiffrer, le bruit touche au signal reçu. Si la personne qui lit la lettre n'est pas capable de la lire, par exemple si elle est aveugle, le bruit se trouve sur le plan du récepteur. On peut se questionner si l'utilisation de Nadia améliore cette situation. La source d'information continue d'être le bureau d'assurance, mais maintenant, l'émetteur est Nadia. Imaginons qu'elle émet le message suivant. Comment puis-je vous aider? Posez-moi des questions. Maintenant, c'est à vous de mettre la vidéo en pause et réparer le canal, le signal reçu et le récepteur en lien avec le cas de Nadia. Le canal utilisé sera l'Internet. Le signal reçu en langage naturel sera le même que le signal émis. Comment puis-je vous aider? Posez-moi des questions. Le récepteur sera la webcam du client. Nadia semble supérieure à l'ancien système parce que les possibilités de bruit ont diminué. Seulement un mauvais fonctionnement de l'Internet pourrait empêcher une bonne transmission. À part le bruit, Shannon et Weaver ont identifié une deuxième menace à la transmission efficace, un haut niveau d'incertitude où nous avons un excès d'informations. Le message reçu pourrait différer beaucoup du message envoyé. Mais attention, ici il n'utilise pas le concept d'information dans son sens commun. Dans son livre, il explique que l'information est ce qu'on pourrait dire, ou la liberté de choix dont on dispose lorsque l'on sélectionne un message. Par exemple, si quelqu'un a écrit son numéro de téléphone sur une serviette dans un restaurant, il est fort probable que l'écriture sera difficile à déchiffrer. Quel est l'avant-dernier chiffre? Vous avez plus d'un choix, n'est-ce pas? Le chiffre pourrait être un 2, un 3, un 6, un 8, un 9 ou même un 0. Si vous voulez l'appeler, vous avez beaucoup trop de choix, ce qui augmente l'incertitude. En plus, la transmission du numéro de téléphone de votre ami potentiel manque de précision, parce qu'il y a plus d'informations reçues qu'émises. Pour bien comprendre le concept d'information, utilisons un autre exemple, celui de la plongée sous-marine. Ici, la capacité du canal physique est très limitée. Nous ne pouvons pas parler facilement sous l'eau. Cette limitation a mené à la création d'une série de gestes non-verbaux pour transmettre des messages indispensables avec votre partenaire de plongée, montant, descendant, danger, entre autres. Dans ce cas, il n'existe pas d'autre choix pour s'exprimer. L'information étant très limitée, l'incertitude est minimisée et la transmission du message est plus efficace. La troisième et dernière menace pour la transmission efficace est la redondance. La redondance diminue la vitesse de transmission
parce que nous avons une répétition inutile d'informations. Fréquemment, nos messages contiennent beaucoup de superflu à cause de la structure de la langue qu'on utilise ou des exigences des conventions sociales, comme le deuxième E et le S que vous voyez ici dans le mot « manger ». Faisons un exercice pour voir la redondance en pratique. Voici un extrait de la 4e de couverture du roman suédois « Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » par Jonas Jonasson. J'ai supprimé au hasard chaque 7e mot. Mettez la vidéo en pause et remplissez les blancs. Maintenant, mettez la vidéo en pause pour comparer vos réponses avec celles de l'éditeur. Probablement, vous avez deviné la plupart des réponses parce que vous comprenez la structure du français. Cette information utilisera une bonne partie de la capacité du canal, sans ajouter beaucoup de valeur. Notre capsule touche à sa fin. En résumé, cette vidéo vous a présenté la théorie de l'information de Shannon et Weaver. La théorie offre une modélisation visuelle de la transmission d'informations à distance, en utilisant par exemple un télégraphe, l'Internet ou la téléphonie, de la source jusqu'à la destination. Nous avons aussi identifié 3 menaces pour une transmission efficace: le bruit, un excès d'informations et la redondance. Le bruit peut interrompre la transmission à différents moments. Un excès d'informations augmente les pertes en cours de transmission et la redondance diminue sa vitesse. Nous avons vu que la théorie de Shannon et Weaver nous permet de comparer l'efficacité de différentes technologies pour transmettre l'information. À mon avis, l'intelligence artificielle semble plus efficace que l'envoi d'une lettre par la poste pour les personnes en situation de handicap. Cependant, quand il y a la possibilité d'incertitude, une technologie plus simple, comme des gestes non-verbaux, très schématisés sous l'eau, peuvent communiquer plus qu'une conversation en face à face. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette capsule de théorie de la communication. La communication en tant que transmission, Shannon et Weaver et leur théorie de l'information. À une prochaine capsule!